Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global. Et on est toujours en direct sur Radio Anthropocène. Et nous sommes maintenant en compagnie de Pascal You et d'Andrea Angioletti pour leur coup d'œil sur l'actu. Et cette semaine, l'actu, ce sont les récents épisodes climatiques extrêmes qu'a connu le nord de la France. Bonjour Pascal You, bonjour Andrea Angioletti. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue sur Radio Anthropocène. Alors Pascal You, vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous travaillez notamment sur la variabilité climatique en Europe depuis le Moyen-Âge et vous êtes spécialiste des phénomènes météorologiques extrêmes et de l'influence du changement climatique en cours sur ceux-ci. Andrea Angioletti, de votre côté, vous êtes consultant en redirection écologique et stratégie d'entreprise. Vous accompagnez les organisations à faire face aux mutations économiques, environnementales et sociales. Et vous avez réalisé une étude dans le cadre de votre mémoire sur le futur de l'assurance habitation comme centre des bouleversements de l'Anthropocène. Alors pour commencer cet entretien, on aimerait bien revenir un petit peu avec vous sur les récentes inondations qu'a connues le Pas-de-Calais et sur les causes de celles-ci. Peut-être Pascal You pour commencer. Oui, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Très bien. Donc, il y a eu plusieurs phases d'inondation dans le Nord-Pas-de-Calais. La première phase a eu lieu à l'automne dernier, à la suite de ces tempêtes. Il y a eu Ciarán, Domingos et puis plusieurs dépressions qui ont fait que pendant 3 semaines, pratiquement consécutives, il a plu. Il a plu beaucoup, pas extraordinairement chaque jour, mais le cumul lui-même de précipitations était extraordinaire pendant 3 semaines. Et le Nord-Pas-de-Calais est normalement équipé de plusieurs mécanismes d'évacuation des eaux, des plâtrings, mais qui n'ont pas été suffisantes pour évacuer toute l'eau. Ce qui fait que les sols étaient gorgés, saturés d'eau en permanence. Et donc il y a eu toutes ces catastrophes à l'automne dernier, mais l'eau n'est jamais partie. L'eau est restée là, les sols sont restés gorgés d'eau, ce qui fait que quand au début du mois de janvier il a plu, donc c'était pas des quantités d'eau exceptionnelles non plus, eh bien l'eau ne s'est pas évacuée, donc ça a créé tous ces débordements. Et aujourd'hui il pleut aussi, et on est en alerte orange dans le nord de la France. Il y a fort à craindre que ce phénomène se reproduise et continue à se reproduire dès qu'il pleuvra encore dans le nord de la France. Et on le disait en vous présentant, Pascal You, vous êtes spécialiste des phénomènes météorologiques extrêmes et vous travaillez également sur l'influence du changement climatique dans ces phénomènes. Est-ce qu'il y a un lien avec le changement climatique dans les inondations massives qu'ont connues le Pas-de-Calais ? Alors, quand on parle d'inondation, il y a deux choses très importantes. L'inondation, c'est le fait que les rivières débordent. Les rivières peuvent déborder relativement indépendamment, presque indépendamment du taux de précipitation. Donc, il se trouve qu'il a beaucoup plu et que les rivières ont débordé. Il pourrait pleuvoir beaucoup sans que des rivières débordent. Il a plu à peu près autant en Normandie ou en Bretagne, mais on n'a pas constaté de débordement particulier. Donc le débordement est quand même lié aussi à l'état du sol. C'est-à-dire que dans le Nord-Pas-de-Calais est assez plat, et donc il est très difficile d'évacuer rapidement de l'eau qui tombe. Donc à précipitation égale, il pourrait ne rien se passer dans une région comme la Bretagne, tout simplement parce que c'est plus vallonné. Donc on a ce phénomène donc on a quand même une précipitation qui était très intense. Donc ce qui est intense, c'est ce qui s'est passé au mois à l'automne dernier. Et le lien avec le changement climatique est vraiment lié aux précipitations, pas nécessairement au débordement de rivières. Donc il se trouve que il y a à peu près 10 ans, au mois de janvier 2014, il s'est passé la même chose. La même chose à quelques centaines de kilomètres de différence, qui font que les précipitations, plutôt que toucher le Nord-Pas-de-Calais, ont touché le sud-est de l'Angleterre. Et il s'est passé la même chose.
Sud-est de l'Angleterre, c'est comme le Nord-Pas-de-Calais. C'est une région un peu plus grande, mais ça a coûté des milliards d'euros, de livres sterling de dégâts. Il s'est passé exactement la même chose. Pendant un mois, il a plu tout le temps, comme au mois d'octobre et au mois de novembre dernier. Et donc, à l'époque, on a fait une étude sur ce qui s'est passé en Angleterre. Il s'est passé la même chose en Normandie, sauf qu'en Normandie, il a plu autant, mais on n'a pas eu de débordement. On a fait une étude et on a montré que le changement climatique, en fait, avait intensifié, avait multiplié par entre 10 et 100 les chances d'avoir ce genre de situation qui dure très longtemps. Et donc, on est passé de situations qui avaient une période de retour d'une centaine d'années, donc au XXe siècle, c'était le cas, donc sans gaz à effet de serre. Ce genre de phénomène a lieu en moyenne une fois tous les 100 ans, donc en moyenne. Sauf que maintenant, avec le changement climatique, on a multiplié par 10, voire un peu plus, cette probabilité. Et donc, on voit qu'un phénomène qui a eu lieu il y a 10 ans, est revenu cette année de manière complètement similaire. Alors ça veut pas dire que dans 10 ans ça va recommencer. En fait, ça peut recommencer l'année prochaine, mais ça vous donne un ordre d'idée du rôle du changement climatique qui va augmenter la fréquence, la possibilité d'avoir ce genre de phénomène qui dure très longtemps et qui, au long terme, donc le long terme, je veux dire pendant tout l'hiver, va fragiliser tous les débits des fleuves et des rivières dans cette région. Alors, on comprend que cette question de la fréquence et de la probabilité que l'événement météorologique extrême advienne devient de plus en plus forte et répétée avec le changement global, le changement climatique. Est-ce que en termes d'intensité de ces événements, on assiste également à une intensification de l'événement en tant que tel ? Oui. Alors, il y a deux choses qu'on peut mesurer. C'est par exemple le nombre de jours de pluie. Donc, le nombre de la durée de l'événement elle-même, était exceptionnelle. Et c'est cette durée qui était un record en 2014 et qui est presque un record l'année dernière. Mais si on mesure l'intensité en termes de quantité d'eau qui est tombée, pour une période pendant un mois ou pendant 3 semaines, là aussi, on a une relation directe avec le réchauffement de la planète parce que une atmosphère plus chaude est capable de retenir plus d'eau. Donc, par chaque degré de réchauffement, on retient à peu près 7% en plus d'eau dans l'atmosphère. Et c'est 7% en plus d'eau par degré qui sont susceptibles de tomber brutalement ou non pas brutalement, mais chaque jour. Et donc, en 2014, c'est exactement ce qu'on a constaté. C'est une situation pareille, similaire à celle de 2014 ou celle d'octobre-novembre de 2023. Si cette situation était arrivée au XXe siècle, en fait, il aurait plu moins. À peu près, donc le réchauffement climatique ne fait qu'accentuer la quantité d'eau qui est susceptible de tomber à chaque fois qu'il pleut longtemps. Et du coup, ce contexte, ça pose aussi la question de la préparation de nos sociétés face à ces aléas climatiques de plus en plus fréquents et de savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer ces risques, ces dangers et comment est-ce que la vulnérabilité de nos sociétés, de nos espaces de vie sont prises en compte. Andrea Angioletti, peut-être, sur cette question-là ? Oui. Donc, d'un point de vue de l'habitabilité de nos territoires, moi, comme vous l'avez dit, j'ai un regard qui est un peu décalé parce que je parle du point de vue de l'assurance. Donc, la question de l'habitabilité des territoires est strictement liée pour moi à la question de l'assurabilité, dans le sens où on est dans une société qui s'est construite sur une maîtrise du risque, donc un risque qui est assuré par des tiers, une forme de mutualisation de ces risques, et qu'aujourd'hui n'est une société qui n'est plus en capacité d'anticiper et de calculer ces risques. Et donc on se retrouve, comme le disait Pascal Liu il y a tout à l'heure, avec des situations qui étaient calculées
sur des périodes de retour plus ou moins longues à des répétitions et avec un système qui n'est plus capable d'anticiper et de maîtriser d'un point de vue des coûts et des préventions ces genres de situations. De votre côté, Pascal You, comment est-ce que vous lisez, vous, cette situation d'un point de vue peut-être un peu plus technique du fait que ça pose des questions d'un point de vue donc technique et d'assurabilité aussi de nos territoires qui ne sont plus capables de gérer ce genre de phénomène? Tout à fait, ça, c'est une remarque essentielle parce que dans toutes les régulations, que ce soit de l'assurance ou pour d'autres choses, on se base sur des données du passé. Donc on calcule des temps de retour ou des niveaux de retour qui sont basés sur des observations passées. Et l'essentiel. Mais on se rend compte maintenant que se baser sur le passé a peu de sens parce que on a beaucoup de phénomènes nouveaux qui apparaissent et les temps de retour, les probabilités changent à cause du changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent plus fréquentes, plus intenses que ce qu'on a déjà vu, qui sont même plus intenses que les normes sur lesquelles on a construit nos infrastructures. Et si on n'est pas capable d'anticiper que les normes qui sont basées sur une connaissance du passé ne sont pas suffisantes pour le futur, on va au-devant de catastrophes à répétition. C'est ce qui s'est passé en 2003 pendant la canicule, jusqu'en 2002, jusqu'en mai 2003. On n'imaginait pas que ce qu'on verrait au mois d'août 2003 était possible. Et donc, ce manque d'anticipation a provoqué la mort de 15 000 personnes en France. Donc maintenant, on est préparé à des choses comme 2003, mais il se trouve que des canicules pires que 2003 sont possibles. Et ce qui me fait peur, mais ce qu'on essaie d'anticiper, au moins d'un point de vue scientifique ou technique, c'est de savoir vers quoi le changement climatique nous fait tendre. Sachant qu'on ne peut pas se baser sur une connaissance du passé, ou qu'elle peut être trompeuse, on a besoin de savoir anticiper, au moins d'un point de vue physique, plausible, ce qui peut se passer dans le futur. Donc ça, c'est un enjeu scientifique énorme, ne serait-ce pour la connaissance fondamentale, de savoir anticiper des choses que l'on n'a jamais vues. Et je pense que tous les preneurs d'enjeux, que ce soit l'assurance, les États, c'est un changement de concept très important à prendre en compte, être capable de prendre en compte des choses que l'on n'a jamais vues. Et alors, Andrea Angioletti, à quoi ça ressemble finalement un monde post-assurantiel, un monde inassurable? Il y a de plus en plus de territoires qui sont concernés par des communes qui n'arrivent plus à trouver de police d'assurance. Qu'est-ce qu'il y a après l'assurance? Alors, en effet, il y a une situation où on a ce qu'on peut appeler une vulnérabilité qui est en train de se réduire. C'est d'un côté, on a cette incertitude de plus en plus forte, ce qui était à l'origine du système de l'assurance avec la mutualisation. En assurance, c'est simplement on met en commun des ressources pour faire face à l'incertitude. Mais de l'autre côté, on a aussi l'augmentation de la certitude. Il y a des zones où on sait par les modèles, par les projections que les sinistres seront de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Et donc, certitude d'un sinistre sort cette zone de la possibilité d'être assuré. Parce que ça appelle à des niveaux de primes qui sont intenables pour les populations, pour les assurés et même pour les systèmes assurantiels dans son ensemble. Donc, il faut que tous les systèmes se questionnent sur quelle nouvelle forme de mutualisation on peut imaginer. On a en France la chance d'avoir un système qui est assez unique dans le monde, qui est les régimes CatNat, qui est donc ce partenariat entre l'État et les assureurs, qui permet d'avoir une gestion plus fluide, plus facile, avec un État qui se porte réassureur derrière. Mais il faut qu'ils trouvent de nouvelles formes aussi pour pouvoir inclure
les collectifs, les habitants aussi. Imaginer comment les entreprises qui sont sur les territoires, qui sont aussi exposées aux mêmes risques que les habitations, peuvent participer, et peut-être les assureurs peuvent réimaginer le rôle en prenant un rôle de mobilisation de tous ces acteurs autour des enjeux de prévention et d'adaptation, pour imaginer une prévention qui ne soit plus faite contre les événements naturels, mais avec les territoires, avec les spécificités géographiques, naturelles et d'habitat qui sont dans chaque territoire. Mais justement, Pascal You, quelle pourrait être la responsabilité des politiques en place et passées dans la difficulté aujourd'hui de ces territoires de s'assurer? Est-ce qu'il y a eu des failles ou des retards dans l'adaptation de ces territoires pour des phénomènes qui, en réalité, on était au courant déjà il y a un petit moment que ça allait finalement se passer comme ça? Oui, alors là, je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler, mais j'ai en tête l'exemple de Xynthia en 2010, une tempête qui a touché la Charente-Maritime, la Vendée. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément exceptionnel, c'est juste que c'est tombé à cet endroit, et donc il y a eu des morts, des destructions, et il se trouve que quand on discute avec des historiens, ce genre de phénomène en fait, est arrivé plusieurs fois dans le passé, avant même qu'on parle de changement climatique, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et les gens sur place, les habitants, les agriculteurs en particulier, étaient habitués à ce genre de phénomène. Donc, ils n'allaient pas habiter près du littoral, près de zones inondables. Les zones inondables étaient des endroits où on pouvait faire de l'agriculture, mais c'est pas là qu'on habitait. Et finalement, notre société a oublié que des choses très graves pouvaient se passer. Il suffit en fait, on oublie très rapidement. Il se trouve qu'en une décennie, on peut avoir oublié, tout simplement parce que le calendrier électoral, c'est juste quelques années. Donc, on est susceptible d'oublier. Et la démographie, l'économie fait que on finit par s'installer dans des endroits qui sont dangereux, qui sont objectivement dangereux. Mais comme on doit réévaluer les choses, c'est-à-dire que l'aune à partir de laquelle on construit les régulations sur lesquelles les assureurs vont s'appuyer n'est pas forcément assez longue. Donc on oublie que des choses très graves se sont produites, et donc il suffit d'avoir à attendre 20 ans. 20 ans, c'est rien, mais 20 ans, c'est peut-être trop pour certaines personnes. Et donc si on oublie, en fait, on peut se mettre en danger. L'autre danger, c'est de sous-estimer, on peut se protéger aussi, mais sous-estimer le risque lié à l'augmentation du niveau des mers, par exemple. Ça peut conduire à un sentiment de fausse sécurité si on construit un barrage, par exemple, ou une digue. Si la digue est là pour protéger de vagues extrêmes liées à des tempêtes, les gens peuvent avoir le sentiment de fausse sécurité et donc s'installer près des digues, alors qu'il faut absolument éviter de s'installer près d'une digue, parce que le niveau de la mer monte, une digue peut rompre. La digue est juste faite pour protéger les gens qui sont un peu plus loin, mais pas juste à côté. Donc on a un paradoxe dans notre société qui fait que on a parfois l'illusion d'être protégé quand on construit des digues, alors que les digues, comme les êtres humains, sont faillibles. Andrea Angioletti, sur cette même question du retard dans l'adaptation par nos politiques. Oui, en effet, il y a de culture du risque et de mémoire du risque. Dans le sens qu'on se rend compte qu'on a aujourd'hui ce qu'on peut appeler une incapacité cognitive, que cette situation est inédite. On ne sait pas si la représenter, donc on applique les schémas cognitifs qu'on connaît, qui sont ceux de la gestion des crises. Et donc on a mis on peut dire qu'on met notre confiance entre les mains d'un système qui gère tous ces mécanismes, et on a oublié comment prendre collectivement la responsabilité et prendre soin. La chronique au début de la mission parlait justement de l'émission, parlait des responsabilités. C'est un des piliers de l'assurance, avec la solidarité. Donc la solidarité, c'est vraiment
les systèmes de mutualisme. On cotise, on participe tous et toutes à un système pour pouvoir permettre, parce qu'on ne sait pas là où ça va arriver les sinistres, pour pouvoir permettre aux victimes d'avoir de quoi se relever. La responsabilité est aussi comment on prend collectivement soin de ces territoires, plutôt que de les déléguer aux experts qui font de leur mieux avec les moyens qu'on a. Mais on a vu que la situation est en train d'évoluer tellement vite que même cette expertise, cette expérience n'est pas suffisante. Et à ce titre, je ne sais pas si vous avez écouté l'interview, la conférence de presse de notre cher président de la République hier, qui, pour la première fois, a formulé le mot d'adaptation suite à une question de la Voix du Nord au sujet du territoire du Calaisis et du Dunkerquois, précisant que nous aurons à vivre les conséquences du dérèglement climatique, nous allons devoir changer pour vivre, on continuera à vivre à Dunkerque, à Calais, dans l'Audomarois. Comment? En adaptant, poursuit le chef de l'État, et il précise qu'il y aura peut-être des endroits où il faudra déménager. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Est-ce que c'est à la hauteur pour vous, Andrea Angioletti? Alors, je n'ai pas malheureusement écouté l'intervention du président hier soir, mais de la citation que vous avez faite, effectivement, il y a la question de est-ce qu'on va devoir ou est-ce qu'on va être en capacité d'en reprendre collectivement cette responsabilité? Il y a un mécanisme de l'État qui permet à l'État de racheter des propriétés, du foncier, des maisons dans les zones qui sont considérées inondables. C'est le mécanisme du fonds Barnier. Donc, l'État a cette prérogative de décider que certaines zones sont devenues trop dangereuses et donc on peut soit racheter, soit en cas vraiment extrême exproprier. Pour moi, la question est principalement qui et comment ces décisions sont faites en prenant en compte pourquoi les gens habitent dans ces zones. Il y a des attachements qui peuvent être économiques, mais aussi familiaux et juste émotifs. La question de maisons côtières, c'est principalement des questions liées au paysage, à la beauté du lieu. Donc, il y a tous ces attachements qui ne peuvent pas être juste en application. On vous perd légèrement, Andrea Angioletti. J'en profite pour passer la parole à Pascal Guillou. À quoi peut ressembler l'adaptation de ces territoires sentinelles qui sont particulièrement exposés aux phénomènes météorologiques extrêmes, d'après vous? Alors, j'avoue, je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais ce qui me fait peur, c'est que on parle de réfugiés climatiques français. Donc, il s'agit de vraiment de considérer les gens qui sont touchés et qui devront peut-être partir, parce qu'on parle de réinstaller les gens qui habitent dans ces régions dans d'autres régions. Donc, il s'agit vraiment de réfugiés climatiques. Alors, il s'agit peut-être pas d'une très grande partie de la population, mais une bonne partie du monde, donc voyons au-delà de nos frontières, est susceptible de devenir un réfugié climatique au même titre que ce qui s'est passé, ce qui touche les habitants du Nord-Pas-de-Calais. Donc, pour moi, il y a deux facettes. Il y a l'adaptation. Alors l'adaptation, il y a une adaptation technologique qui consiste à pomper l'eau le plus vite possible, mais là on voit bien les limites de cette adaptation, technologique, tout simplement parce que on a cherché à le faire et puis finalement c'est jamais assez. Et puis l'autre adaptation, c'est déplacer les gens. Donc comme dit Andrea, c'est quelque chose d'humainement difficile, économiquement et humainement, parce que les gens sont attachés à leur territoire. Donc, il s'agit on va créer des réfugiés climatiques, même s'ils ne changent pas de pays. Peut-être qu'ils vont changer de pays, mais quelque part, on va toucher du doigt très rapidement cette notion de réfugié climatique en le vivant de notre chair. Donc, ça peut créer peut-être de l'empathie générale
internationale vis-à-vis d'autres pays qui sont touchés de la même manière. Et le troisième point que je voulais dire, c'est que s'adapter, c'est bien, mais on n'aura toujours pas réfléchi aux raisons pour lesquelles on a tous ces événements extrêmes qui sont dangereux et qui pourraient toucher peut-être d'autres parties de notre territoire. Et tant qu'on n'a pas mis en œuvre tout ce qu'il était possible de mettre en œuvre pour non pas l'adaptation, mais l'atténuation. Donc, limitons le changement climatique. Comme je dis, ces événements sont liés. La probabilité de ces événements est liée au changement climatique. Essayons quand même de limiter le changement climatique pour peut-être que ça coûterait moins cher que de s'y adapter, de s'adapter à des choses finalement qu'on maîtrise très peu et qui sont peut-être qui pourraient être pires encore que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et Pascal You, pour conclure, est-ce que... Pardon ? Désolé d'être de cette note pessimiste, mais je pense qu'il faut être beaucoup plus proactif que l'adaptation. On a besoin de mesures d'atténuation qui sont très fortes. Et on va conclure avec une dernière question. Moi, je voulais avoir votre avis sur ce que vous pensez des structures politiques en France, entre l'État et les collectivités territoriales, les régions et les municipalités. Est-ce qu'elles sont adapter ces structures-là pour répondre à ces enjeux d'un côté d'adaptation, mais également d'atténuation, selon vous ? Oui, alors la plupart des régions de France sont dotées de ce qui s'appelle des GREC. Donc c'est des groupes d'études sur le changement climatique. Il y en a en Île-de-France, il y en a avec qui on travaille. Il y en a autour de la région de Bordeaux, enfin autour de la Gironde, qui mettent ensemble des scientifiques, des preneurs de décisions publiques, donc les préfets, les pouvoirs publics, pour réfléchir à des mesures à prendre pour s'adapter et éventuellement atténuer le changement climatique. Donc, j'ai en tête l'exemple de Paris 50 degrés. Donc, à l'automne dernier, la ville de Paris a fait un exercice. Que doit-on faire s'il fait 50 degrés à Paris ? 50 degrés, c'est des températures qui deviennent létales dès qu'on est dehors. Mais c'est possible, sauf que c'est possible. Et donc, on a eu tout un système de réflexion autour des conséquences de ce genre de température et après ça a permis de contraindre finalement un exercice en grandeur nature de la ville de Paris pour voir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on paralyse tout soudainement ou est-ce que on est bien dimensionné pour le faire? Alors j'ai pas vu les conclusions de cet exercice. Peut-être que la rédaction est en cours, mais oui, il y a. Je suis très optimiste sur le fait que les pouvoirs publics prennent ce genre de questions à cœur. Alors, il y a toujours des choses qui se passent pas aussi vite qu'on le voudrait, mais il y a quand même une prise de conscience au niveau local. Et à mon avis, le niveau local est beaucoup plus important que le niveau global. Et Andrea Angioletti, à ce titre, une réaction peut-être sur cette question de l'agencement institutionnel pour préparer au mieux la société aux risques climatiques. Oui, il y a en effet un partage de responsabilités entre les nationales et les locales. Moi, mon inquiétude n'est pas forcément sur l'adaptation des structures, parce que ce n'est pas forcément mon cas d'étude, mais c'est sur comment ces structures peuvent intégrer des nouvelles institutions collectives qui permettent de prendre en compte un partage de l'espace géographique qui n'est pas forcément toujours aligné avec l'espace administratif. Donc, comment créer un nouveau collectif, un nouveau commun autour de, on parle des rivières, des bassins versants, tous ces questions, et qui impliquent aussi les différentes parties prenantes de la société civile, des acteurs privés. Donc, je pense qu'il y a du travail pour réimaginer des nouvelles institutions collectives.
pour mieux prendre en compte ces adaptations. Eh bien, Pascal You, Andrea Angioletti, un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous sur Radio Anthropocène. À très bientôt sur notre antenne. Je rappelle à tout le monde que cet entretien est disponible sur notre site internet et sur tous les plateformes de podcasts dédiés. Nous, on fait une très courte pause musicale et puis on revient avec Faute de mieux de Indra Kratokvil. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.